Bien, bonjour à tous. Donc, nous allons écouter Nicolas Bain présenter ses travaux sur l'hydrodynamique des foules humaines polarisées. Devant le jury, je vais rapidement présenter donc, de la droite vers la gauche, Anne-Laure Biance du CNRS Lyon, Vincent Demery de l'ESPCI Paris, moi-même Jean-Louis Barra, je suis de l'Université de Grenoble, Denis Barthelot, directeur de thèse que vous connaissez, et Guy Terrola, c'est ça, du CNRS Toulouse, une petite faute de frappe sur le Voilà, donc on t'écoute pour 45 minutes, puis on posera quelques questions. Merci. Au cours de mes 3 années à l'ENS de Lyon, je me suis intéressé à la dynamique grande échelle des foules humaines qu'on dit polarisées. Ce sont les foules au sein desquelles tout le monde va dans la même direction. Plus précisément, mon travail s'est articulé en 2 parties. Donc un volet expérimental, qui constitue le cœur de ma thèse, sur lequel je vais passer la majeure partie de ma présentation, et un volet théorique que j'ai pu effectuer pendant la mise en place des expériences. Donc j'aimerais résumer ici brièvement les éléments. J'en profite pour m'excuser auprès des non-théoriciens de la salle qui risquent de trouver les 10 prochaines minutes un peu longues, mais je les rassure, ça ira mieux après. Ce premier travail s'est intéressé à un phénomène qui est connu de longue date, qui a été beaucoup étudié dans la communauté de recherche qui s'intéresse à la dynamique des piétons, et qu'on pourrait formuler de la façon suivante. Si vous prenez 2 populations de personnes, une que vous habillez en noir et qui vous d'aide à la droite, une que vous habillez en rouge et qui vous d'aide à la gauche, comment se fait-il que ces 2 populations ne se mélangent pas, mais forment des lignes? Donc c'est un phénomène que vous avez tous expérimenté dans le métro, dans la gare, dans la rue, et qui en fait n'est pas unique aux piétons, mais se retrouve aussi dans d'autres systèmes de particules beaucoup plus petites, des particules colloïdales, dont la taille fait quelques microns, ce qui représente une fraction du diamètre d'un de vos cheveux. Ici en vert, ce sont des particules colloïdales chargées négativement, en rouge des particules chargées négativement, et qu'on applique un champ électrophorétique, les particules rouges vont avoir une force qui les fait aller vers la droite, les particules vertes une force qui les fait aller vers la gauche, et vous voyez que de façon similaire aux piétons, elles forment des lignes. Et dans le cas de ce type de système, qui appartient à la classe plus générale des systèmes forcés par un champ extérieur, la nature de ces lignes a été élucidée. Il a été montré en fait qu'il n'y a pas de transition de phase entre un état mélangé et un état avec des lignes qui prennent toute la taille des lignes infinies en fait, mais que la taille des lignes était toujours finie et donc le système était toujours mélangé à grande échelle. Par contre, il a été montré qu'il y avait des corrélations de densité anisotropes dans le système et qu'elles avaient une décroissance en loi de puissance dans la direction du forçage, dont l'exposant a été prévu par Vincent Demery ici présent. En fait, la question à laquelle j'ai répondu pendant ce projet, c'est est-ce qu'il y a une transition de phase dans le système actif, entre un état mélangé et un état de ligne. Donc, quand je dis système actif, c'est par opposition au système forcé, qui sont représentés dans l'espace par 2 degrés de liberté qui sont mis en mouvement par un champ extérieur. Les systèmes actifs, eux, sont mis en mouvement de l'intérieur, le long d'une direction principale, une direction privilégiée, qui est une orientation, qui constitue un degré de liberté supplémentaire. Donc dans ce projet, pour répondre à la question de l'existence d'une transition de phase dans le système actif, j'ai créé un modèle numérique simple qui isolait ce degré de liberté d'orientation, pour voir ce que ça donnait. Donc pour ça, j'ai besoin de 3 ingrédients. Premièrement, l'autopropulsion. Vous voyez que les particules avancent à vitesse constante selon leur orientation. Deuxièmement, j'ai voulu garder les interactions répulsives, mais ici à vitesse constante. J'ai introduit un couple répulsif, qui fait que quand 2 particules se croisent, elles se repoussent à vitesse constante, simplement en changeant d'orientation. Si vous voulez, quand vous pensez à des piétons, c'est un peu comme vous rencontrez quelqu'un dans la rue que vous connaissez, à qui vous ne voulez pas parler, mais vous ne voulez pas qu'il sache ça. Vous allez tourner votre corps sans ralentir votre vitesse et sans de l'éviter sans qu'il le voie. Lui fait pareil et vous finissez par vous retrouver dos à dos. Okay. Le 3e ingrédient dont j'ai besoin, pour être sûr d'avoir 2 populations qui vont dans 2 sens opposés, c'est un champ d'alignement orientationnel. Donc j'ai créé un champ qui encore agit sous forme de couple, qui va contraindre les particules bleu foncé à tourner vers la droite et les particules bleu ciel à tourner vers la gauche. Donc si je mets ça ensemble, ça me donne un jeu d'équations du mouvement pour chacune des particules, et que j'ai résolu numériquement en fixant la constante du champ d'alignement et la vitesse d'autopropulsion, et en changeant simplement la densité dans le système et le taux de répulsion entre les particules. Donc en faisant ça, j'ai pu mettre en évidence 2 états stationnaires distincts, à petite densité ou petit taux de répulsion, un état où des lignes se formaient et se propageaient dans toute la taille du système, et en augmentant la densité et la répulsion dans le système, un état qui était mélangé. J'ai pu les caractériser dans tout le champ de
paramètres que j'ai étudiés en densité et en taux de répulsion. Et ils se représentent sous cette forme-là. Donc en orange, ici, ce sont les états alignés, et en bleu foncé, les états mélangés. Donc maintenant, la question à laquelle il reste de répondre, c'est est-ce qu'on a une transition de phase entre ces deux états? Parce que ce ne sont que deux facettes du même état qu'on voit différents à cause de la taille du système. Donc pour répondre à cette question, j'ai défini un paramètre d'ordre W qui quantifie l'alignement des particules. Et je l'ai mesuré à la densité constante en changeant le taux de répulsion. Et il prend cette forme. Donc la basse répulsion dans l'état aligné, il est nul, et il devient non nul dans l'état mélangé. Et il y a en fait ici une rupture de la pente qu'on a pu caractériser à un taux de répulsion critique TC avec un exposant qu'on a pu déterminer. Et en se plaçant à ce taux de répulsion critique, j'ai pu montrer que les fluctuations de ce paramètre d'ordre divergeaient, ainsi que son temps de corrélation. Et tout ça nous indique qu'en fait, on a une vraie transition de phase, une transition de phase critique du second temps, entre ces deux états. Donc par opposition au système forcé, ici, l'état de ligne qui prennent toute la taille du système sont une phase à part entière. Donc, après avoir répondu à cette question, je me suis intéressé à l'état mélangé. J'ai calculé les corrélations de densité dans ce système. Ici, vous avez les corrélations en orange entre particules du même type, celles qui vont à droite, et en bleu, les particules de type opposé, corrélation entre particules qui vont à droite et celles qui vont à gauche. Et j'ai pu voir qu'il y avait une décroissance en voie de puissance algébrique à grande échelle qui était similaire à ce qui avait été montré dans les systèmes forcés. Donc la deuxième question à laquelle j'ai répondu dans ce projet, c'est quelle est l'origine de ces corrélations non portées. Pour y répondre, j'ai adopté une approche hydrodynamique. Donc je suis passé des lois de comportement microscopique des particules et une description continue en termes de champ de masse, de champ de densité. Je suis passé de l'un à l'autre, entre autres avec une approche à la Boltzmann. Et en fait, dans ce système, quand on prend la limite hydrodynamique, comme la quantité de mouvement n'est pas une quantité conservée, finalement les deux seuls champs hydrodynamiques du système sont les champs de densité de chacune des populations. J'ai pu décrire le système dans cette limite par une équation hydrodynamique simple qui couple les fluctuations de densité de chaque population par un terme convectif longitudinal et un terme diffusif. Et en faisant ensuite répondre cette loi de conservation à un bruit blanc gaussien, j'ai pu calculer les corrélations de densité dans le système et montrer qu'elle devrait décroître à grande échelle en l'autre sens avec un exposant 3,5 en très bon accord avec nos résultats numériques. Mais en fait, c'est aussi la prédiction qui a été faite avant moi par Vincent Demery dans les systèmes forcés. Et quand on revient à cette équation hydrodynamique simple, c'est finalement pas surprenant, parce qu'ici on a déjà perdu toute signature de l'activité et d'orientation. Ce qui nous montre que cette description et ces corrélations de grande échelle, en fait, font partie d'une classe de systèmes plus large que les dichotomies passives-forcées, et que ces corrélations sont universelles de ces systèmes et de tout système de particules allant dans des directions opposées. Pour conclure, j'ai défini un modèle numérique simple, isolé de la liberté d'orientation des particules. J'ai montré qu'il y avait une transition de phase entre un état aligné et un état mélangé dans les systèmes actifs. Et enfin, j'ai expliqué d'où venait la corrélation longue portée de la densité dans la direction longitudinale de ces systèmes. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter ici pour ce projet. Et maintenant, je vais maintenant consacrer le reste de ma présentation à mon projet expérimental. Donc, avant d'aller dans les détails de ce projet, j'aimerais vous raconter une petite histoire sur un physicien, un mathématicien que beaucoup d'entre vous connaissent, Isaac Newton. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il n'était pas un brillant investisseur. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'en 1720, il y a eu une bulle financière à Londres dans laquelle il a beaucoup investi, et quand la bulle a explosé, il a perdu énormément d'argent. Suite à quoi, il a prononcé la phrase « Je sais calculer les mouvements des corps célestes, mais pas la folie du homme ». La raison pour laquelle j'aime bien cette phrase, c'est pas parce qu'elle met Isaac Newton en défaut, mais c'est que même maintenant, donc 300 ans après, elle est encore d'actualité. Non seulement pour les flux financiers, mais aussi pour les mouvements de foules humaines. En fait, si on ne connaît pas avec précision les équations de mouvement des foules de gens, alors qu'on sait prédire de façon exacte, ou presque exacte, les trajectoires des planètes, ou des astres, des corps célestes, c'est parce qu'il est très difficile de faire des expériences sur ce système. Et finalement, il nous manque un petit peu la pomme qui, selon les légendes, inspira Isaac Newton pour formuler la loi de la gravitation universelle. Donc c'est un constat qui a été fait de longue date dans la communauté des photons. Et pour y répondre, ils ont développé deux grands axes de recherche. D'un côté, une expérience en laboratoire contrôlé. On définit une petite expérience dans le laboratoire dans laquelle on maîtrise presque tous les paramètres. On en varie quelques-uns pour voir la réponse des gens à l'intérieur. Et la deuxième ligne est un peu le contre-pied
de ces expériences, et ce sont des mesures de terrain sur lesquelles on met une caméra, et l'idée est d'observer les gens dans leur environnement naturel pour observer leur comportement loin de toute contrainte. Je ne vais pas vous faire une revue exhaustive de chacun de ces champs de recherche, mais je vais vous présenter un exemple de chaque, histoire de vous permettre de placer mon travail un peu en contexte. Donc pour les expériences en laboratoire contrôlé, j'ai choisi de vous montrer l'expérience type, prototype, qui essaie de faire marcher des gens le long d'un cercle. Vous prenez entre 10 et 30 participants, vous les confinez dans un anneau, et vous les faites se suivre les uns les autres. Ça vous crée un système, un flux unidirectionnel, à condition limite périodique, et en mettant des marqueurs sur ces personnes et grâce à des caméras, il est possible d'avoir les trajectoires individuelles. Donc malgré sa simplicité, cette expérience a été pionnière dans le domaine et a permis de mettre en évidence plusieurs faits primordiaux. En faisant varier la densité dans le système, mettant plus ou moins de personnes, il a été montré qu'il y a une relation robuste entre la vitesse à laquelle les gens marchent et la densité dans le système. Cette relation est connue dans le domaine comme une relation fondamentale. Et ensuite, si on dépasse cette approche moyennée et qu'on regarde la dynamique du système, il a été montré que dans une certaine gamme de densité, des fluctuations de vitesse apparaissent et se propagent dans le système. Mais malgré ces deux faits importants, il reste plusieurs questions ouvertes. Premièrement, quelle est la nature de ces ondes? Sont-elles linéaires ou non linéaires? Si elles sont linéaires, quelle est leur relation de dispersion? Et ensuite, est-ce que finalement ces phénomènes s'étendent à des systèmes plus larges, notamment bidimensionnels, ou est-ce qu'ils sont contraints par la taille du système et par les effets de bord? Donc, question, quels sont les effets de bord sur ces systèmes? Donc la limitation principale finalement de ces expériences est autre que la taille du laboratoire, qui contraint les expériences à être à petite échelle. Ce qui est certes en fait très adapté pour une description microscopique des interactions entre piétons, mais qui ne l'est plus si on va avoir une description à grande échelle, pour laquelle il va falloir sortir du laboratoire. C'est ce qui a été fait dans les expériences de terrain. Le plus connu est l'analyse d'usinage de la MEC en 2007 par le groupe de Dirk Hedley. Ici, ce que vous voyez, ce sont des pèlerins qui vont aller de la gauche vers la droite au cours du pèlerinage de la Mecque de 2006. Et donc ce groupe a réussi à avoir les positions de chaque personne, donc pu avoir la densité dans le système. Et ça leur a permis de mettre en évidence une phénoménologie très riche. Donc à mesure que le temps avançait, le système se densifiait et est passé ici d'un état laminaire dans lequel il n'y a pas de fluctuation de densité, à un état intermittent qui est donc qualifié de stop and go, d'onde de stop and go, où les gens s'arrêter, avancer sous forme d'onde. Et enfin, encore après ça, quand c'est encore plus dense, un état qui est donc qualifié de turbulent, vous avez des mouvements à toutes les échelles dans toutes les directions de la foule qui sont incontrôlés, qui peuvent devenir dangereux. Et malgré tout ça, les expériences de terrain n'ont pas permis de donner une description quantitative des mouvements de foule, pas plus qu'un modèle hydrodynamique. Donc les limitations en fait viennent du fait que comme ces mesures ont souvent lieu dans des événements extrêmes, ce sont des événements qui ont lieu de façon assez rare. Donc il n'y a pas beaucoup d'observations de ces événements. Ensuite, c'est souvent dans des géométries complexes, qui sont compliquées à interpréter. Et enfin, cela relève souvent d'une dynamique hautement non linéaire. Donc si maintenant vous revenez à un phénomène non linéaire que beaucoup d'entre vous connaissent en physique, les turbulences, qui a été qualifié par Richard Feynman comme le problème le plus important non résolu de la physique classique, vous imaginez bien qu'il serait impensable de partir des turbulences pour avoir une description hydrodynamique simple des fluides que seraient les équations de Navier-Stokes. Donc maintenant, en fait, de façon similaire, si vous partez d'événements hautement non linéaires, comme ce que Helling a qualifié de turbulence dans ses foules, il semble difficile de s'en servir comme point de départ pour avoir une description hydrodynamique des foules. Donc le but de ma thèse a été de partir d'un système dont la dynamique était simple, de laquelle on pouvait obtenir une description hydrodynamique, et de l'obtenir. C'est ce que je vous montrais dans le reste de ma présentation. Pour cela, j'ai besoin d'une expérience qui soit grande échelle, qui soit simple, tant dans sa géométrie que dans la géométrie des perturbations qui sont induites dans la foule, qui soit répétable, et enfin qui soit reproductible. Donc, dans le reste de ma présentation, je vais vous montrer comment choisir, observer, mesurer, analyser et comprendre une telle expérience. Je vais commencer dans l'ordre par le plus facile qui est le choix. Donc, ce que vous avez devant vous, c'est le système qu'on a choisi, qui est la ligne de départ, la zone de départ de l'édition 2016 du marathon Chicago. Si
je donne le départ et que les gens se mettent à courir. Donc vous observez en effet les cours rapides ici qui prennent le départ à vive allure. Et dans la foule ici, finalement, comme il y a de la place qui se fait là, la foule se vide et se rapproche de la ligne de départ. Et c'est ce sas, en fait, c'est cette zone de départ à laquelle je me suis intéressé. La raison pour laquelle je me suis intéressé à cette zone de départ, c'est qu'elle répond déjà à beaucoup des critères que je vous ai montrés. Premièrement, elle est grande échelle. C'est un couloir qui fait 200 mètres x 20 mètres, donc ce qui est de façon conséquente, enfin, qui est plus grand que la zone qui a été étudiée par Elvin que je vous ai montré, qui faisait environ 20 mètres x 30 mètres. Juste sur cette image, vous voyez environ 5000 participants. Et dans le marathon Chicago, il y en a 40 000. Donc on va avoir un grand nombre de statistiques. Ensuite, la géométrie est simple. C'est un système unidirectionnel, tout le monde va dans la même direction. Et enfin, c'est un système d'expérience qui est répétable. Le marathon Chicago a lieu tous les ans. Il y a d'autres marathons qui ont lieu dans le monde également annuellement. Et en fait, si même on zoome, si on se rapproche de cette zone de départ, vous remarquez qu'il y a ici des lignes d'organisateur. Donc pour ceux qui n'ont jamais couru un marathon, dans ce type de course, quand on s'inscrit, en fait, vous devez donner le temps dans lequel vous allez courir, et cela va vous placer dans certains groupes. Ici le groupe G, le groupe H, par exemple ceux qui vont courir en 3h15, 3h30, etc. Et chacun de ces groupes est séparé les autres par la ligne d'organisateur, qui vont guider la foule vers la ligne de départ. Et ils vont le faire en avançant, s'arrêtant, avançant, s'arrêtant. Donc en fait, maintenant, on a également une perturbation simple dans le système. Et donc cette perturbation va nous permettre de répondre à une question simple, qui est quelle est la réponse d'une foule polarisée à un déplacement de sa frontière. Et de cette réponse, peut-on déduire un modèle hydrodynamique. Donc, maintenant, je vais passer à la deuxième partie, qui est comment est-ce que j'ai fait pour obtenir ces images. En fait, le processus est relativement simple. Je suis parti de mon bureau à Lyon. J'ai regardé l'image satellite de Chicago. Donc ici, pour ceux qui ne connaissent pas Chicago, il y a ici c'est l'Est, il y a les Grands Lacs. C'est le pont fameux de Snake Bridge, ici il va y avoir le Beans. Et le marathon part ici, dans cette rue. Donc en cherchant un point d'observation pour le marathon, j'ai pu voir qu'il y avait un hôtel, à environ 500 mètres dans la même rue, qui était légèrement décalé par rapport à l'immeuble d'avant, et qui devait permettre d'avoir une bonne vue. Donc j'ai appelé cet hôtel, j'ai réservé une chambre, j'y suis avec mes caméras, et j'ai pu avoir ce dispositif expérimental. Donc, sur cette image, en premier plan, vous voyez ma caméra, avec ici sur l'écran la foule, vous avez pu voir sur l'image tout à l'heure, qui est les images sont définies. Et en arrière-plan, vous voyez la ville de Chicago, le parc, et la zone dans laquelle les marathoniens sont regroupés. Et en fait, si vous voulez faire un petit dessin de ce dispositif expérimental, il est au-dessus. Donc je suis à un étage qui me donne une hauteur d'environ 50 mètres, et la foule a une distance de 500 mètres. Donc avec ce schéma, vous imaginez qu'il va y avoir des énormes effets de distorsion dus à la perspective. Donc le premier travail que j'ai dû faire, c'est corriger pour cet effet. Donc, pour le faire, finalement, je vais devoir revenir à la définition de ce qu'est prendre une image avec un appareil photo. En fait, quand vous prenez votre appareil photo et que vous prenez une photo, ce que vous faites, c'est à chaque point de l'espace aux coordonnées X, Y, Z en jaune, vous associez un pixel sur votre capteur aux coordonnées UV en vert dans le système de coordonnées du capteur. Donc, la question à laquelle je vais devoir répondre, c'est comment passer d'un système de coordonnées à l'autre. Donc, en prenant un modèle de caméra simple, en fait, c'est ni plus ni moins que nous avons de translation, rotation et dilatation. Et si on ajoute une dimension à chacun des systèmes de coordonnées, ça s'exprime par une relation linéaire, comme ceci. Mais là, on n'est pas encore fini, parce que ce système n'est pas inversible à cause de la différence de dimension entre les deux côtés. Donc pour résoudre ce problème, on a dû faire une hypothèse qui finalement est assez justifiée, de dire que tous les coureurs se situent dans le même plan. Donc on néglige les variations suivant Z. Donc on supprime la composante Z ici, et on arrive à un système linéaire qui est a priori inversible entre deux systèmes de coordonnées qui ont la même dimension. Donc cette approche n'est pas nouvelle, ça s'appelle l'homographie planaire, et la théorie nous dit que non seulement cette matrice H, la matrice d'homographie, est inversible, mais en plus elle n'a que 8 degrés de liberté, elle n'a que 8 composantes indépendantes. Donc pour les déterminer, ce qui m'a donné le but, on va devoir choisir au moins 4 points de l'espace. Donc pour ça, j'ai choisi un nombre N plus grand que 4 points sur mon image satellite, que je peux repérer ici par les ronds jaunes, et je les ai reportés sur mon image que j'ai prise pour l'appareil photo, qui sont ici reportés en vert. Chaque point en jaune correspond à un point en vert. Donc je connais exactement tous les coordonnées XY de mes points ici, toutes les coordonnées UV de mes points là, et après quelques opérations linéaires simples,
je peux résoudre finalement et calculer les valeurs de la matrice d'homographie H et inverser ce problème pour corriger le problème de distorsion de mes images. Après avoir fait ça, finalement, j'arrive à deux jeux d'images, mon image originale et les images corrigées sur lesquelles maintenant tous les pixels ont le bon goût d'avoir la même taille. Donc maintenant, si les pixels ont la même taille, je vais pouvoir faire des mesures sur ces systèmes. Donc, ça m'amène à la troisième partie, mesure. Donc les mesures que j'ai fait sont à l'ordre de 2. J'ai pu mesurer la densité dans le système et la vitesse. Donc, je vais commencer par le plus fastidieux qui est la densité. En fait, sur ces images, il n'existe pas d'algorithme qui permet de détecter toutes les personnes de façon robuste. Donc, j'ai dû faire une méthode manuelle et compter les gens individuellement. Ce qui se fait très bien. Vous voyez, cette image, en fait, ça se fait très bien. Vous pouvez assez deviner, il y a quelqu'un là, quelqu'un là, quelqu'un là, quelqu'un là. Donc vous pouvez deviner, enfin, vous pouvez compter le nombre de personnes sur cette image. Parce qu'en fait, vous vous apercevez assez rapidement qu'à cause de la perspective, il manque des gens. Donc si je fais une petite vidéo, ouais, vous voyez qu'ici, là, il y a quelqu'un qui saute. Il apparaît qui saute, ici, là, il y a quelqu'un qui est là, mais qui finalement se cache derrière quelqu'un d'autre. Il y en a un autre là, vous ne voyez pas, mais hop, il apparaît. Et en fait, ça vient dans toute l'image. Quel que soit l'endroit où on est. Donc j'ai dû utiliser cette dynamique pour essayer de voir les personnes qui étaient cachées, histoire de minimiser l'erreur sur le nombre de personnes. Ça, c'était la première mesure. Ensuite, la vitesse. Donc, vu ce que je vous ai montré, vous imaginez que je ne me suis pas amusé à détecter les gens individuellement pour les suivre et avoir leur trajectoire. À la place, j'ai défini des boîtes sur mon image d'une taille d'environ 10 mètres sur 1 mètre, qui regroupent environ une vingtaine, entre 20 et 30 personnes. Et grâce à un algorithme classique qu'on appelle le PIV, j'ai pu regarder où chaque boîte se retrouve sur la même image, un petit peu décalée dans le temps. Alors, ce qui me donne un champ de vitesse. Donc, pour chaque carré, j'ai un déplacement que j'ai dit dans le temps, ce qui me donne une vitesse. J'ai un champ de vitesse qui est représenté ici, et qui visuellement correspond très très bien au mouvement de la foule. Donc ça, ce sont mes deux mesures. Maintenant, je vais vous montrer comment je les ai analysées. Donc, je vais commencer par l'étape le plus simple, en fait, qui est l'hydrostatique de la foule. Si vous prenez une foule à vitesse nulle, personne ne marche. J'ai compté les gens sur toute la hauteur, et je me suis aperçu que quand la vitesse était nulle, la densité était uniforme, et d'une valeur à peu près égale à 2,2 personnes par mètre carré. Donc ça, c'est le premier résultat. Ensuite, il faut que je parle un petit peu de ce que vous avez tous remarqué, mais que je n'ai pas commenté, et que la vitesse, que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est le nombre de vitesses. La fluctuation de vitesse qui se propage dans la foule. Quand je mesure la densité au moment où une fluctuation de vitesse se propage, elle chute. Donc, ce qui me montre que mes fluctuations de vitesse sont constamment accompagnées d'une fluctuation de densité. Et que les ondes que je vois ici se propager, ce sont des ondes couplées de vitesse et de densité. Donc maintenant, si je regarde ce qui se passe pour tout le marathon, et pas juste à un instant comme ceci, ça me donne ce diagramme. Donc si je sais qu'il y a ce diagramme va être un petit peu difficile, donc je vais vous guider dans sa lecture. C'est un diagramme spatio-temporel de la vitesse. L'axe vertical donne la distance par rapport à la ligne de départ, qui est ici représentée en rouge. L'axe horizontal code pour le temps, donc on a environ une bonne demi-heure de zone de départ. Et la vitesse la couleur code pour la vitesse avec laquelle les gens marchent. Donc, quand c'est bleu, les gens sont arrêtés, et quand c'est jaune, les gens marchent. Et sur ce diagramme, il y a plusieurs choses qui ressortent assez rapidement. Premièrement, l'existence de grandes bandes horizontales comme ça sont ni plus ni moins que les groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui sont séparés les uns des autres par les organisateurs, que j'ai pu, vu qu'ils sont un petit peu comme ils sont un petit peu plus espacés du reste de la foule, j'ai pu les détecter et les suivre individuellement. Donc ici, j'ai les trajectoires de chaque ligne d'organisateur qui séparent les groupes les uns des autres. Et si vous vous concentrez sur une ligne d'organisateur, disons celle-là, vous voyez que dès qu'ils ont une pente non nulle, dès qu'ils se rapprochent de la ligne de départ, ils déclenchent une onde de vitesse ici, qui se propage dans la foule. Donc c'est un événement qui est répété un grand nombre de fois dans le marathon. Juste sur cette demi-heure, il y a environ 70 ondes. Et un fait remarquable est qu'elles ont toutes la même pente. Donc toutes ces fluctuations de vitesse se propagent à la même vitesse que j'ai pu mesurer l'être 1,2 m par seconde. Et même de façon plus précise, si on revient vers la trajectoire d'une ligne d'organisateur, ici en noir, que je remis sur le diagramme ici, et que vous la décalez à la vitesse de propagation de l'onde,
et qu'ensuite vous interpolez le long de cette onde, vous voyez que 15 secondes plus tard, dans la foule a répondu exactement de la même façon que les organisateurs. Et c'est également le cas 30 secondes plus tard, 45 secondes plus tard, et même 1 minute plus tard, ce qui correspond à environ 75 mètres derrière la perturbation. Et le fait que toutes ces fluctuations de vitesse se propagent à la même vitesse, sans se déformer, indépendamment de leur largeur et de leur amplitude, dit que nous sommes en face, donc on peut qualifier de linéaire non dispersible. Mais finalement, cette analyse n'a été faite que dans la direction longitudinale de la foule. Et si je regardais maintenant ce qui se passe dans toutes les directions de l'espace, j'ai fait une analyse spectrale. Et plus précisément, j'ai défini une boîte dans la foule qui est loin, qui ne prend pas en compte l'entonnoir noir pour éviter les effets qui pourraient arriver à cause de la constriction. Et pour chaque vecteur d'onde Q avec un angle θ, j'ai essayé d'avoir des relations de dispersion pour les fluctuations de l'amplitude de la vitesse, de l'orientation du champ de vitesse. Pour résumer, en fait, j'ai fait des transformations dans chaque direction de l'espace pour regarder quelle était relation de dispersion des fluctuations de la vitesse à laquelle les gens marchent et dans la direction dans laquelle ils marchent. C'est l'orientation physique. Donc pour commencer par les fluctuations du champ de l'amplitude du champ de vitesse, si je me mets à une direction d'espace qui est environ 45 degrés, donc qui n'est pas la direction longitudinale, et que je regarde le spectre de puissance des fluctuations de vitesse, il est piqué sur une droite. Ça veut dire que j'ai un mode non dispersif, et une relation de dispersion qui est la forme oméga sur la pulsation de l'espace égale CQ, avec Q le vecteur d'onde, et la pente ici, la vitesse de propagation C, qui a priori dépend de l'orientation dans laquelle on regarde. J'ai pu faire cette mesure à tous les angles de l'espace, et calculer, mesurer la pente de cette droite à tous les vecteurs de toutes les directions de l'espace, et il se trouve qu'elle a une forme cusinusoïdale. Maintenant, si je mets ces deux relations ensemble, la dépendance angulaire et la dispersion de relation, ça donne une relation de dispersion qui est de la forme oméga égale moins C0 Qx, avec Qx, le vecteur d'onde dans la direction longitudinale. Et C0, qui est l'amplitude de cette courbe, que j'ai mesurée à 1,2 m par seconde, qui en fait est la même valeur que la pente des fluctuations de vitesse que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, ce que ça nous dit, c'est que les fluctuations de vitesse dans ce système ne se propagent que dans la direction longitudinale, à une vitesse C0, qui est égale à 1,2 m par seconde. Ensuite, on peut s'intéresser aux propriétés d'amortissement de ces fluctuations de vitesse, et pour cela mesurer la largeur de cette bande à chaque vecteur d'onde Q. Pour cela, je vais utiliser une fonction de Lorentz, pour avoir la largeur ici, qui me donne directement le taux de relaxation des fluctuations de vitesse. Et en le mesurant à chaque vecteur d'onde Q, j'ai obtenu une relation qui est de cette forme, qui en fait est quadratique. Donc, taux d'amortissement quadratique me dit qu'en fait, j'ai un amortissement diffusif dans mon système, avec un coefficient de diffusion dθ qui va lui aussi dépendre de l'orientation dans laquelle on regarde. Donc même travail, j'ai fait cette mesure dans toutes les directions de l'espace, et j'ai obtenu la dépendance angulaire du coefficient de diffusion dθ qui ressemble à ça, qui fit très bien avec cosinus carré. Donc là pareil, j'ai des taux d'amortissement et dépendance angulaire ensemble, et j'ai un taux d'amortissement D0 Qx carré, avec Qx encore le vecteur d'onde dans la direction longitudinale, ce qui me dit que mes fluctuations de vitesse ne diffusent que longitudinalement, avec un coefficient de diffusion D0 que j'ai mesuré à 0,6 m² seconde. Donc ensuite, ça c'est pour les fluctuations de vitesse. J'ai fait le même travail pour les fluctuations d'orientation. Même travail, on commence à un angle pi sur 4, et là, le spectre n'est pas piqué autour d'une droite, mais il est concentré à oméga égale 0. Ça, ce que ça me dit, c'est que je n'ai pas de transport propagatif de mes fluctuations orientationnelles. Mais je peux toujours mesurer le taux d'amortissement de ces fluctuations, en mesurant la largeur de cette bande ici à chaque vecteur d'onde Q. Donc si je fais ça, j'obtiens pareil, en utilisant une fonction de Lorentz, j'obtiens cette courbe, qui, comme tout à l'heure, file très bien avec une relation quadratique, ce qui veut dire que j'ai encore un amortissement diffusif. La différence, c'est que la petit vecteur d'onde 0, ici, elle n'est pas nulle. Donc, une composante frictionnelle dans mon amortissement. Donc, les fluctuations d'orientation sont a priori amortissation frictionnelle et diffusive, avec encore des coefficients qui dépendent de l'orientation de l'espace. En mesurant le taux d'amortissement à chaque orientation de l'espace, j'ai pu voir que la friction θ était indépendante de l'orientation de l'espace, donc une expression constante de toutes les directions de l'espace, et que
la diffusion avait un comportement qui était un petit peu plus difficile à interpréter, mais qui marchait pas trop mal avec un cos carré pour le semi-carré, ce qui nous montre que les fluctuations d'orientation sont amorties de façon frictionnelle avec une diffusion dans toutes les directions de l'espace. Et une friction que j'ai pu caractériser à environ 1,8 secondes moins 1. Voilà. Donc, en fait, ce que je vous ai montré ici, plutôt. Voilà. Donc ça conclut un peu les propriétés des fluctuations d'orientation et de vitesse. Et en fait, il y a une question, il y a un point que j'ai mis sous le tapis tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué, mais qui est celui de la reproductibilité. Donc là, je vous ai montré les mesures pour le marathon de Chicago en 2016. Et pour avoir la même expérience, j'ai dû attendre un an, faire le même travail sur le marathon de Chicago de 2017. Et j'ai également regardé ce qui se passe au marathon de Paris en 2017. Il y a une course à Atlanta, la Peachtree Road Race, qui était une course de 30 km en 2017. Donc j'ai fait le même travail, les mêmes mesures sur toutes. Si je vous fais un petit résumé des propriétés de transport pour le marathon de Chicago 2016, donc j'ai dit un mode non dispersif dont la dépendance angulaire était en cos θ avec une vitesse C0. Il se trouve que pour le marathon de Chicago 2017, pour le marathon de Paris 2017 et pour Atlanta 2017, j'ai exactement la même dépendance orientationnelle avec la même amplitude, ce qui veut dire que dans tous les cas, les fluctuations de vitesse se propagent de façon longitudinale à une vitesse C0 qui est environ 1,2 mètres par seconde. Pour les fluctuations d'orientation, dans aucun cas je n'ai vraiment trouvé de transport propagatif. Ensuite, pour les propriétés d'amortissement, ici je vais faire un petit résumé, amortissement diffusif avec une dépendance en cosinus carré, donc diffusion purement longitudinale pour les fluctuations de vitesse, et frictionnelle et diffusive avec une diffusion à une friction dépendante de l'espace pour les fluctuations d'orientation. Si je regarde ce qui se passe pour 2017, pour Chicago, Paris et Atlanta, donc là, dans tous les cas, j'ai une diffusion quadratique des fluctuations de vitesse, avec une très bonne dépendance en cos carré. Dans tous les cas, j'ai une diffusion longitudinale des fluctuations de vitesse avec par une diffusion que j'ai pu mesurer à environ 1 mètre par seconde. Et pour les fluctuations d'orientation, ça peut être moins convaincant, ici notamment pour le marathon de Paris, mais dans tous les cas, on a un taux d'amortissement qui est non nul en Q égale 0, qui montre que j'ai une friction qui est à peu près constante dans toutes les directions de l'espace, avec un paramètre que je peux mesurer en environ 2,2 secondes moins 1. Pour conclure, voilà. J'espère que je vous ai convaincu que ces mesures étaient reproductives. Donc pour conclure, en fait, cette partie, j'ai pu mesurer les relations de dispersion pour les fluctuations de vitesse et d'orientation, que j'ai résumé ici, et j'ai pu estimer des paramètres du matériau qui sont robustes et très peu dispersants de toutes les expériences, concernant la vitesse de propagation, l'amortissement diffusif des fluctuations de vitesse et le taux d'amortissement des fluctuations d'orientation. Maintenant, ça va mener à la dernière partie de ma présentation, qui est la compréhension. Donc pour cela, je vais vous rappeler un petit peu les différents résultats que je vous ai montrés. Donc, premièrement, une foule statique avait une densité homogène. Ensuite, je vous ai montré que les fluctuations longitudinales de densité-vitesse se propagent à vitesse constante. Et ensuite, j'ai regardé les propriétés spectrales et les fluctuations de vitesse et d'orientation. Donc, j'ai pu avoir une relation de dispersion. Et les théoriciens reconnaîtront ici que les fluctuations de vitesse sont en mode lent, alors que les fluctuations d'orientation sont en mode rapide. Donc maintenant, le but de cette dernière partie, ça va être d'obtenir une description hydrodynamique à partir seulement d'observation, de la physique, et sans aucune hypothèse comportementale. Donc pour cela, j'ai besoin de me placer dans un cadre de physique. Donc je vais prendre 3 champs de notre système, qui sont d'abord les champs de densité, le champ de vitesse, la vitesse avec laquelle les gens marchent, et enfin le champ de polarisation, qui est rien d'autre que la direction dans laquelle les gens regardent. Je vais mettre à profit des lois de conservation, qui sont des lois physiques, et 2 hypothèses simples, basées sur les observations, sont premièrement le fait que les gens ne marchent pas en pas de côté, donc ils marchent, je veux dire, dans la direction dans laquelle ils regardent, ce qui va me contraindre l'orientation de mon champ de vitesse être la même que l'orientation de mon champ de polarisation. Et enfin, je vais ici me placer dans l'hypothèse d'une foule qui est fortement polarisée, donc l'orientation est la même que la direction de la route que j'appelle ici X. Je vais commencer par la loi de conservation de la masse, que j'ai noté ici. Donc là, pas de surprise, on suppose que les gens n'apparaissent pas et ne disparaissent pas dans la foule. Donc la densité est une quantité conservée, qui peut être réinterprétée de la façon. On peut dire aussi du coup que la densité est un mode lent. Donc une perturbation de longueur d'onde arbitrairement grande va relaxer dans un temps arbitrairement petit. Ensuite, on peut s'intéresser à la loi de la conservation de la quantité de mouvement. Pour un fluide classique, comme de l'eau,
On pourrait dire que la quantité de mouvement évolue à travers un flux, qui n'est rien d'autre que le tenseur des contraintes. Sauf que pour une foule, donc si on prend une foule de gens et qu'on les isole, en fait on les isole de tout l'environnement, la quantité de mouvement n'est pas conservée. Les gens échangent constamment la quantité de mouvement avec le sol. Une foule peut se mettre en mouvement et s'arrêter spontanément sans force extérieure. Ce qui veut dire que si je dois rajouter un terme, une force non conservative, c'est une force de friction, qui va dépendre a priori de la densité dans le système, de la vitesse à laquelle je marche et de la polarisation. Et malheureusement, je ne sais pas comment mesurer cette force de friction. Par contre, ce que je peux faire, si je peux l'estimer, plutôt je peux en donner une approximation, si on se place dans la limite des grandes longueurs d'onde, je peux faire un développement à l'ordre plus petit en gradient, à la lambeau si vous voulez. Et donc je vais construire ma force de friction avec les deux seuls vecteurs que j'ai à ma disposition dans le système, qui sont la vitesse et la polarisation de la foule. Donc si je fais ça, j'arrive à une force de friction qui a cette forme. Et pour donner un peu de sens, si vous voulez, à cette expression mathématique, on peut dire qu'ici, il y a une friction qui va faire relaxer les fluctuations de vitesse vers 0. Donc si on prenait une description à la Boltzmann d'un fluide dans un milieu poreux, ce serait la friction visqueuse du fluide sur le substrat. Et ensuite, j'ai une force ici, une force d'activité, qui va faire avancer les gens. Donc si vous voulez, c'est un peu la force qui s'exerce du sol sur vos pieds quand vous voulez marcher. La force d'activité. Donc maintenant, je peux remplacer ça dans mon expression de conservation de la quantité de mouvement. Je tiens cette expression. Et je peux commencer par regarder le cas le plus simple, qui est encore l'hydrostatique de la foule. Donc si je suppose que la vitesse est nulle, personne ne marche, ça me contraint, la quantité est nulle, nu0 de ρ. Donc ça me montre qu'il va y avoir une densité, ça va fixer ma densité à une quantité ρ0, qui est rien d'autre que l'inverse de nu0 en 0. Et ça revient à ce que je vous ai montré tout à l'heure, qu'il y a une foule homogène, une foule statique a une densité homogène. Donc, du prime abord, c'est assez différent. C'était un peu surprenant par rapport à l'image de fluide compressible qu'on avait, à qui quand on met une vitesse nulle et qu'on a un champ de force, on va avoir un gradient de densité. Et pour nous, ce n'est pas le cas. Ensuite, on peut se passer dans la limite des foules fortement polarisées, qui nous donne cette expression de conservation et de quantité de mouvement. Et là, on remarque tout de suite que la vitesse est un mode rapide. Les fluctuations de vitesse vont relaxer en temps gamma moins 1 vers une autre quantité. Sauf que ici, la quantité n'est pas 0. Au lieu de ça, les fluctuations de vitesse vont relaxer en temps gamma moins 1 vers une quantité nu0 de ρ dans la limite hydrodynamique. Et ça va nous expliquer pourquoi la vitesse a été mesurée comme un mode lent et pas comme un mode rapide. Parce qu'elle relaxe de façon rapide vers une fonction de la densité qui, elle, est un mode lent. Donc, si vous voulez, les ingrédients dont je me suis servi, c'est la conservation de la masse, l'existence d'une force de friction qui va faire relaxer mes fluctuations de densité vers une fonction, les fluctuations de vitesse vers une fonction de densité, et enfin l'hypothèse que on regarde des flux qui sont fortement polarisés. Donc, si maintenant je regarde les fluctuations linéaires autour de l'hydrostatique, et que je réinjecte dans la conservation de la masse, j'obtiens une seule équation hydrodynamique simple, qui est l'équation de convection-diffusion pour mes fluctuations de vitesse. Donc, en d'autres termes, les fluctuations de vitesse vont être advectées longitudinalement à une vitesse C0, dont l'origine vient de la densité et de la fonction qui lie vitesse et densité, dans la description hydrodynamique, et vont diffuser longitudinalement avec un coefficient de diffusion T0, qui ici dépend de la compressibilité de la foule, que je n'ai pas montré dans la présentation, mais qui est dans mon manuscrit de thèse, et le taux de relaxation gamma, qui est la vitesse à laquelle les fluctuations de densité vont relaxer. Et ici, vous reconnaîtrez peut-être, ce sont les dépendances orientationnelles de chacun de ces paramètres, mais c'est rien d'autre que les mesures expérimentales que je vous ai montrées tout à l'heure. Ce qui nous montre qu'à partir seulement d'arguments physiques, d'observation, on arrive à prédire les propriétés spectrales des fluctuations de vitesse, qui donnent les mêmes résultats que celles qu'on a mesurées. Donc pour conclure, avec ce travail, j'ai étudié un système expérimental simple de foule massive, donc de grande foule. Je vais montrer comment les fluctuations de vitesse et de densité se propageaient dans le système. Et enfin, à partir d'arguments physiques seulement, j'ai pu obtenir une description hydrodynamique de la foule qui me prédisait les propriétés spectrales de mes fluctuations de vitesse. Donc, à la fin de ce travail, il y a quelques extensions relativement évidentes. Premièrement, je me suis intéressé qu'à des populations de courant. Donc, il pourrait être intéressant de voir ce qui se passe dans d'autres types de populations. Ici, ce que vous voyez, c'est la zone d'attente d'un événement de comics à Tokyo.
donc il rassemble des personnes qui ne sont pas forcément des marathoniens. Et le numérique de chaque ligne, si vous voulez, représente un peu les files d'attente que nous avons dans le sens des marathons. Ça, ce serait une première chose que l'on peut regarder. Et ensuite, la deuxième limite la plus évidente, si vous voulez, c'est de regarder les propriétés non linéaires des foules, qui en fait sont importantes pour expliquer ce qui arrive lors d'accidents. Voilà, donc, je vous remercie de votre attention et j'attends les questions.